Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, oui, à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous souhaiter les bienvenus à la Maison Russe des Sciences et de la Culture à Paris. Добрый день, здравствуйте. Я очень рад вас приветствовать в Русском доме науки и культуры в Париже. Comme d'habitude, on commence notre conférence de ce soir. Et juste, donc, avant de faire des présentations, je voudrais, comme d'habitude, faire un point technique. Nous faisons notre réunion en hybride, en forme hybride. Cela veut dire que nous parlons ici dans la salle et en même temps, on nous suit derrière l'écran, donc en Zoom. Et je vois qu'il y a déjà des gens qui nous suivent. Donc, pour ne pas trop tarder, on commence avec ceux qui sont derrière l'écran. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, notre conférence sera plutôt, presque toute la conférence sera en français. Donc, les casques, seuls les gens qui ne comprennent pas le français, ils peuvent avoir, donc ils peuvent avoir des casques pour bien comprendre de quoi on va parler. Et pour ceux qui sont sur net, qui m'attendent aujourd'hui, ils voient, je voudrais juste prévenir que, comme d'habitude, il y a l'interprétation simultanée qui est prévue. Et pour choisir la chaîne qu'il vous faut, il faut choisir donc la chaîne correcte derrière la globe, en bas de l'écran, en bas. Donc, et comme ça, vous êtes bien. Donc, vous allez voir, vous allez bien suivre notre conférence. Bon. Maintenant, le temps à présenter l'héroïne de notre soirée. Martine Guillet, c'est pas pour la première fois que la Maison Russe l'accueille pour la présentation de livres. C'est déjà la deuxième fois, hein, parce qu'avant, on s'est vu ici au mois de mai 2019, quand on a fait la présentation de sa première livre sur. Je crois que ce n'était pas le premier livre, mais de toute façon, c'était le premier livre sur des aviatrices militaires russes. Donc, le livre s'appelait donc Les sorcières de nuit, Furie de jour, et c'est porté sur des aviatrices de guerre russes, de guerre de 1941 à 1945. Donc, le livre qui a eu du succès, oui, qui a été traduit vers le russe, donc, et donc, qui actuellement, nous sommes en train de réfléchir donc, sur la publication de ce livre en Russie et en russe, donc pour redonner un peu plus d'informations sur ce livre et sur les événements qui sont décrits dans ce livre. Aujourd'hui, donc c'est déjà donc le deuxième livre qui sera présenté, aussi paru dans l'édition GPO, et donc c'est le livre qui porte sur les premières femmes aviatrices donc, qui sont devenues des agents de renseignement, parmi lesquels il y avait aussi donc, notre compatriote, la première femme, un pilote militaire, princesse Eugénie Chekhovskaya. Parmi nos invités d'honneur d'aujourd'hui, on va avoir M. Orlov, l'ancien ambassadeur russe à Paris. Donc, je sais qu'actuellement, il y a des collègues de la Société de l'histoire russe qui aussi nous suivent, qui ont été attirés, donc, dont l'attention a été attirée aussi pour les événements que nous allons présenter aujourd'hui. Et je sais que Prince Tchaïkovski, qui est le président de la Société de la noblesse russe ici, il a participé aussi donc, il a donné des consultations sur donc, Princesse Tchaïkovska. Et maintenant, il est en déplacement, il n'est pas en France, mais de toute façon, il a voulu. J'espère bien qu'il est aussi avec nous. Bon, donc je crois qu'on est déjà prêt à passer à la présentation. Je suis très heureux que donc vous êtes aujourd'hui dans notre salle. Donc, et pour donc parler un peu, pour présenter donc l'auteur du livre dont nous parlons aujourd'hui,
Je voudrais inviter sur cette scène M. Jacques Crine, qui est pilote de chasse, un pilote avec une grande expérience. Moi, j'ai eu mon note de mémoire, mais je ne crois pas qu'il faut citer tout ce qu'on peut dire de lui-même, parce que lui-même, il va présenter lui-même et il va dire quelque chose en tant qu'auteur de préface qui a été écrit pour le livre de Martin Guay. Je crois qu'il n'y a pas une personne mieux placée que lui pour faire cette présentation. Je vous prie de l'accueillir et donc je vous souhaite très bonsoir. Donc, je suis très honoré, je suis très flatté. Et en fait, les gens qui font l'histoire, c'est pas que les héros, c'est des gens qui l'écrivent avec talent. Martine a écrit des choses extraordinaires sur les femmes pilotes. Bon, elle est pilote elle-même, elle a fait des raids, elle a beaucoup de courage. Elle a écrit sur justement les sorcières de la nuit. Et là, en fait, elle demande d'écrire la préface, c'est sur les femmes qui ont été pilotes et en même temps espionnes. Et ça dénote un courage extraordinaire. Et moi, j'ai pu observer dans toute ma carrière que, mesdames, quand vous commencez à faire ce que nous, on pensait être les seuls à pouvoir le faire, vous nous dépassez largement et vous êtes souvent meilleurs de ce que nous sommes nous-mêmes, avec plus de courage et de détermination. Et c'est exactement ce que raconte ce livre. C'est ces femmes qui ont été merveilleuses, qui avaient la foi dans leur mission, qui avaient un courage et une détermination redoutable, animées justement par le bien, et qui ont fait des choses magnifiques en tant que pilote et espionne, c'est-à-dire ça demande à peu près les mêmes qualités. Parce que ce sont des situations où on ne peut pas tricher. Un avion, c'est pas le tout de se mettre en l'air, il faut revenir au sol et de temps en temps, il faut avoir trouvé le geste juste, le courage, l'émotion, l'attitude qui va bien. Et espionne, c'est aussi dans des situations où il faut avoir une maîtrise parfaite de ses émotions, de la maîtrise en fait de la culpabilité ou du courage qu'on vous demande. Voilà, donc Martine, grâce à toi, nous allons connaître ces femmes et c'est bien, c'est une bonne évolution que les hommes reconnaissent tout le courage et la valeur humaine de nos femmes, qu'on aime bien sûr. Vous savez, ce qu'on disait dans la Révélation, c'était pour la gloire de nos ailes, la victoire de nos âmes et l'amour de nos femmes, parce que nous restons des gentlemen. Du moins, on essaie. Maintenant, la parole est à Martin Guay. Je vous en prie. Je vais recommencer alors. Hein. Dobry Vescher. Bonjour, monsieur le directeur, son excellence, chers officiers, chers invités et chers amis. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir donner cette conférence à la Maison des sciences et de la culture russe. Donc, pour commencer, je voulais vous lire cette petite phrase du général de Gaulle qui me paraît extrêmement importante. Le souvenir, ce n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, c'est aussi un ferment toujours présent dans les actions des vivants. Général de Gaulle. Donc, on vous a dit tout à l'heure que la préface était par le colonel Jacques Crine, qui est effectivement pilote de chasse, qui était de la patrouille de France, qui a été ensuite pilote de ligne et qui actuellement pilote des avions de collection. Et j'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire un tour de Fouga avec Jack. Voilà, donc de la patrouille de France. On vous a déjà présenté, Monsieur Volkov vous a déjà un petit peu parlé de mon premier livre, mais je voulais quand même vous raconter l'histoire. Parce que l'histoire de cette vie, de ces femmes, cette trilogie dans un ciel de guerre, ce n'est pas anodin. Un jour, ne me demandez pas pourquoi, j'ai voulu écrire sur les aviatrices russes. Ces aviatrices tellement extraordinaires, les premières au monde qui ont combattu pendant la Grande Guerre patriotique. Et d'ailleurs, je suis très honorée de votre présence, colonel, puisque vous êtes le petit-fils d'une des sorcières de la nuit qui était d'origine arménienne.
Voilà, parce que il y avait donc des Arméniens, il y avait différentes nationalités avec les sorcières de la nuit, les furies du jour. Alors, pour écrire ce livre, je ne me suis pas seulement contentée de voir des documents, parce que franchement, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, il y avait un livre tellement extraordinaire qui avait été écrit par un Américain et qui était Les sorcières de la nuit. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais écrire? Et bien, ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des possibilités de rencontrer des gens de l'ambassade de Russie. Et ensuite, je suis partie en Russie. Et j'ai rencontré deux femmes absolument extraordinaires. Je dis qu'elles m'ont donné un bain d'humanité. C'est Galina Beltsova, qui est toujours de ce monde et que j'ai eu la chance de rencontrer au musée de l'armée à Molino en novembre 2021. Une femme extraordinaire qui était dans les furies du jour et quand elle volait, elle avait 16-17 ans. Hein. Si parmi vous, il y en a qui ont 17 ans, entre 17 et 25 ans, eh bien, sachez que toutes les femmes dont on va parler, elles ont à peu près cet âge-là. Donc, elles ont l'insouciance et la conscience en même temps. Donc, après, j'ai demandé au général Valérie André, notre premier général femme de France, Grande Croix de la Légion d'honneur, pilote d'hélicoptère en Indochine, médecin, et qui a aujourd'hui 100 ans et 4 mois. Et vraiment, quand je vais la voir, elle ne me dit pas « Oh là là, ça ne va pas bien ». Elle dit des fois « coup-ci, coup-ça », mais elle demande des nouvelles de tout le monde. Et bien, avoir quelqu'un qui a 100 ans et qui demande des nouvelles de tout le monde, c'est quand même extraordinaire. Alors, pourquoi cette trilogie? J'y arrive parce que le général Valéry André avait été invité par le président Poutine pour le 70e anniversaire de la Grande Guerre patriotique à Moscou, et elle était accompagnée du général Philippe de Gaulle à l'époque. Donc, quand j'ai demandé au général Valéry André, évidemment, elle m'a dit « Ah ben oui, bien sûr, Martine », et elle m'a fait la préface des Sorcières de la nuit. Et puis, quand j'ai eu fini ce livre, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Une femme aussi extraordinaire que le général Valéry André, faire 3 pages pour elle, c'est pas possible. Donc, on a quand même un peu discuté parce qu'elle est très, comment dire, très intimiste un petit peu. Elle aime pas se mettre en avant trop. Et donc, on est arrivé à faire ensemble ce livre, donc, qui est Seul à bord pour sauver du vie. Et à ce moment-là, c'est un de ses amis, le colonel Ernest Hans, qui était un médecin, chirurgien, et qui a été parachuté à Bien Bien Phu. C'est lui qui a fait la marche des 600 ou 700 kilomètres avec tous les blessés. Bon, il a disparu il y a à peu près 1 an. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Ben parce que je ne me suis pas contentée d'écrire ce livre simplement avec tout ce que me donnait le général. Je suis carrément partie en Indochine. Et en Indochine, où j'ai voulu aller, eh bien évidemment, aller voir la cuvette de Dien Bien Phu. Donc je pense que c'est important de vous dire tout ça parce que ces livres, ce n'est pas seulement des livres, c'est des livres, on écrit, mais il y a toute l'histoire humaine. Et puis, il m'est venu une idée, quand on écrit des livres, ceux qui le savent parmi tous les invités, il y a des moments où, d'un seul coup, ça vient. Et j'ai pensé aviatrice et espionne. Sauf que je voyais tous les jours, pas tous les jours, tous les mois, il y avait un nouveau livre qui sortait sur les espions, avec des gens qui faisaient partie de l'espionnage et des gens qui avaient vraiment fait des choses. Et moi, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je peux vous assurer qu'il y a des moments, je ne pouvais plus écrire, c'était la page blanche. Et puis un jour, ben, grâce à mes rencontres, grâce aux documents que j'ai pu avoir et grâce à tous mes amis, j'ai pu y aller. Et j'ai écrit ce livre et je suis très fière d'avoir écrit ce livre. Comme vous a dit M. Volkov tout à l'heure, la trilogie, alors pardon, il faut plus voilà, c'est ça. On ne va pas tout de suite parler de la baronne, on va retourner
à celui-là. Donc, pourquoi aviatrice espionne? Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre, qui ne l'ont pas lu. Aviatrice, parce que, comme disait M. Volkov tout à l'heure, ce sont des pionnières, ce sont les premières aviatrices. Elles sont nées au 19e siècle pour la plupart. Et si elles ne sont pas nées au 19e siècle, elles sont nées en 1902, en 1905, donc vraiment le début du 20e siècle. Donc, quand la Première Guerre mondiale est arrivée, bah évidemment, avec toute leur fougue, leur courage et leur ténacité, elles voulaient absolument pouvoir combattre. Sauf qu'en France, dans l'armée, on ne prenait pas encore de femmes. Et on n'en a pas pris non plus à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont dit, c'est pas possible, il faut que je serve mon pays. Et elles sont devenues agents de renseignement ou espionnes. Voilà, et donc beaucoup ont fait évidemment de la résistance, surtout à la Deuxième Guerre mondiale, je vous en parlerai, et à la Première Guerre mondiale, on va avoir l'occasion de parler de deux espionnes. Alors une, c'est peut-être point d'interrogation, mais l'autre, c'est sûr. Pourquoi la baronne de La Roche? Ah, et pourquoi l'inspiratrice des aviatrices? Eh bien, parce que cette femme a eu le premier brevet français. Donc, elle est née en 1884, elle est morte en 1919. Elle s'appelait Élise de Roche. Sauf qu'il s'est passé des choses. À l'époque, les pionnières de l'aviation des différents pays, je pense à la Russie, et vous allez voir, on est en plein dans cette pensée, et vous allez voir pourquoi elle est devenue baronne. Donc, à ce moment-là, se rencontrer à l'étranger, dans différents pays. Il y avait la Russie, il y avait la Hongrie, il y avait un tas de pays pour faire des rencontres, des rallyes et des meetings. Et Élise de Roche est partie en Russie et à ce moment-là, en 1910, elle participe à un meeting à Saint-Pétersbourg entre le 8 et le 15 mai, et le grand tsar Nicolas II est présent, vient visiter les aviatrices, les aviateurs aussi, et le tsar. Là, à ce moment-là, Élise de La Roche fait un vol à peu près de 23 minutes à 200 mètres et se pose en vol plané. Alors, en vol plané, c'est-à-dire qu'elle coupe le moteur et hop, elle se pose devant le tsar Nicolas II. Et le tsar Nicolas II lui offre, parce qu'il la trouvait assez extraordinaire, lui offre une broche, probablement en or, je ne sais pas, en Russie, ou avec des diamants, je n'en sais pas, une décoration de Sainte Anna et un titre de baronne. Et en fait, c'était une actrice, il faut savoir, Élise de Roche. Peut-être qu'avant, elle se faisait aussi appeler baronne, sauf qu'elle ne l'était pas. Mais à partir du moment où le tsar Nicolas II lui a donné ce titre, elle est devenue baronne de La Roche. Voilà, vous voyez, ça va être très intéressant parce qu'on est sans arrêt, et pour ça que je suis très heureuse d'être à la Maison de la Russie, on est sans arrêt en train de recouper nos aviatrices françaises, les aviatrices russes, les aviatrices, il y avait des princesses en Russie qui faisaient en cachette de la montgolfière, parce que bon, bah, il fallait pas forcément monter avec leurs jupons et tout ça, alors qu'en France, je pense à Marie Marvin, mais on n'aura pas le temps d'en parler, hein, j'ai vraiment fait une sélection parce que, si vous voulez plus, bon, il y a mon livre, mais à un moment donné, quand on fait une conférence, on ne peut pas passer des heures, c'est pénible pour tout le monde. Donc, j'ai fait une sélection, une petite sélection. Alors, pourquoi j'ai mis lecteur du texte? Eh bien, voilà. Destin hors du commun. Aviatrice et espionne française et russe. À année de naissance, toutes les deux, elles sont nées
en 1889. Vous imaginez 1889? Ça fait bien plus de 100 ans. Donc, on va être dans un autre état d'esprit. Si vous voulez, ce qu'il reste, on va dire aujourd'hui, c'est ces valeurs, les valeurs de courage, les valeurs que l'on peut retrouver auprès des militaires, auprès des aviateurs, des aviatrices. Et dans la salle, nous avons un vrai chevalier du ciel en la présence de Jacques Rine. Et je pense que c'est important de le saluer, patrouille de France, chevalier du ciel. L'une est née dans une famille lorraine très simple. Le père, je ne vais pas vous dire encore qui elle est, et l'autre à Saint-Pétersbourg et deviendra princesse. L'une sera espionne, l'autre la première pilote militaire au monde. Je vous expliquerai que ça ne s'est pas fait quand même sans mal. Ça a été la première pilote militaire au monde, mais il a fallu des demandes et des demandes. Et on parlera peut-être un peu de Rasputin. Toutes les deux sont aviatrices. Qui sont-elles? Eh bien voilà, Marthe Bettenfeld-Richer. Elle est née en 1889, elle est morte en 1982. Alors que la princesse, on verra qu'elle est morte à 31 ans. Donc, on va dire que Marthe Richard a fait 3 fois son âge à peu près. Donc, Marthe Richard, j'ai voulu la remettre à l'honneur. Parce qu'en fait, cette femme, pour faire une petite divergence, on va aller jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, elle a été celle qui a fait, avec un ministre français, parce qu'elle faisait un peu de politique, et elle a fait fermer les maisons closes. Alors, en général, les personnes ne pensent qu'à ça avec Marthe Richard. Et puis, on va parler aussi du début de sa vie. Alors que plein de personnes, on va dire que 90% des gens ne savent pas que cette femme a été aviatrice. Et en plus, vous allez voir, elle a écrit aux Anglais. Je vais vous en parler après. Donc, elle est née dans une famille extrêmement simple, vraiment très, très simple. Son père était brasseur de bière, et puis sa mère faisait les ménages. Et puis, elle a quand même été dans une école privée, une école, je pense que c'était peut-être à l'époque un petit peu normale, une école religieuse, mais vers 14 ans, la petite Marthe, elle a fugué. Elle est partie à Nancy. Et à Nancy, elle a rencontré effectivement un homme dont elle est tombée amoureuse, mais en fait, c'était un souteneur, et elle a fait un peu de prostitution. Enfin, je dis, elle a fait de la prostitution, pas un peu. Elle a fait de la prostitution. Et puis, elle s'est de nouveau sauvée. Elle est rentrée à Paris. Elle est allée à Paris. Là, elle est devenue serveuse. Et ensuite, à un moment donné, extraordinaire, elle a rencontré un homme qui s'appelle Richer. Alors, je vous dis tout comme ça, sans regarder la conférence, mais il va falloir quand même que je reprenne mes papiers après pour pouvoir vous donner des dates précises. Et Henri Richer, celui qui l'a épousée, c'était un homme, un marchand qui avait assez de fortune et tout. Et la petite Marthe est devenue une bourgeoise. Elle habitait dans un hôtel particulier. Et Marthe et Henri Richer sont restés ensemble. Ils sont toujours restés ensemble, sauf que lui, il est mort à la guerre. Il est mort à la guerre de 14-18. Et à ce moment-là, ça s'est écroulé. Et Marthe, il faut savoir que quand elle était déjà avec son mari, un jour, elle est allée sur un terrain d'aviation, elle a vu un pilote faire une démonstration et elle a dit à son mari « Ah, moi, je veux piloter ». Elle a appris à piloter et c'est là qu'elle est devenue aviatrice. Et la guerre est arrivée, son mari est mort, elle avait la capacité de pouvoir piloter et donc, je vais vous donner quand même, excusez-moi, je vais reprendre mes papiers. Alors, Marthe veut s'engager dans l'aviation militaire, mais n'y parvient pas, puisque les femmes ne peuvent pas combattre. Elle voulait pourtant combattre. Mon mari avait été tué au front dès avant la guerre, et j'étais aviatrice. J'avais le projet de me joindre à nos héros d'aviateurs,
Et j'avais fondé en 1914, donc elle avait fondé en 1914, l'Union patriotique des aviatrices de France. Et elle a eu un brevet de l'Aéroclub de France. Donc c'est une réalité et ce n'est pas de la fiction. Alors, elle dit, Marthe dit, je frappais à toutes les portes, ayant appris que les Anglais acceptaient des femmes aviatrices. Je leur proposais, elle va envoyer une lettre aux Anglais et elle va leur proposer d'engager des aviatrices françaises. Hélas, personne ne voulait de femmes parmi les combattants. Alors voici sa lettre. Réponse du lieutenant-colonel d'état-major anglais, le général Anderson. Madame, 19 août 1915. Madame, en réponse à votre lettre au général Anderson au sujet de l'offre faite par certaines dames françaises aviatrices de mettre leur service à sa disposition, j'ai l'honneur de vous faire connaître que nous regrettons beaucoup de ne pouvoir accepter ces offres, mais seuls les sujets britanniques peuvent être employés dans l'armée anglaise. Je profite de la présence pour vous remercier au nom du général Anderson de votre homme. Je suis madame, votre obéissant serviteur, et c'est le colonel Marindin. C'est un lieutenant-colonel de l'état-major. Donc, vous voyez, elle fait vraiment des choses pour les aviateurs. Alors, Marthe Richard, eh bien, Marthe Richard va donc rencontrer, alors c'est encore, il s'appelle Zorro, c'est en fait, il est d'origine russe, et il est dans l'espionnage en France avec le colonel Ladoux. Et donc, il va sympathiser avec Marthe et il va la présenter au 5e, au contre-espionnage. Voilà, elle va être Marthe Richer et recrutée en juin 1916 par le 5e bureau du contre-espionnage français dirigé par le colonel Ladoux. Grâce à cet ami russe, d'origine russe, elle va rentrer au... Et d'ailleurs, quand le colonel Ladoux va la rencontrer, il ne va pas être forcément très, très sympa avec elle au départ. Et il va lui donner des petites missions à faire dans le Nord, dans les pays nordiques, pour voir comment elle se débrouille. Et il lui dit, alors elle lui dit, mais comment, est-ce que vous avez des conseils et tout, et tout, et tout. Et il lui répond, c'est le système D. Et le système D à la française, c'est-à-dire on se débrouille. Il faut dire qu'à l'époque, à part en Angleterre, où l'espionnage était quand même très organisé, en France, en Allemagne et dans les autres pays, ce n'était pas encore extrêmement développé. Donc, voilà, donc elle réussit ce qu'on lui demande de faire et on lui demande de partir en Espagne pour pouvoir arriver à séduire, d'une certaine manière, à séduire le capitaine de la marine. Alors, attendez, excusez-moi, parce que j'ai voulu partir sur mes connaissances, mais en fait, c'est important aussi de pouvoir revenir à son papier. Voilà. Donc, elle part en Espagne, elle est envoyée en Espagne, et elle doit espionner von Cross, qui est un baron allemand, et qui est quelqu'un d'important au niveau des sous-marins. Donc, elle doit lui soutirer des informations. Et la France va envoyer des informations à Marthe Richer, qui va s'appeler à ce moment-là Richard, parce qu'on ne va pas lui demander de garder son nom Richer, mais elle va s'appeler Richard. Et son nom de code, ça va être Alouette. Donc, l'Alouette va séduire ce baron qui tombe sous le charme de Marthe Richer. Et à ce moment-là,
le colonel Ladoux envoie des fausses informations à Marthe pour qu'elle les transmette justement au baron. Et comme ça, c'est une espionne pour la France, un agent double entre la France et l'Allemagne. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, à un moment donné, on va lui demander de partir en Amérique du Sud et on va lui confier, le baron va lui confier une garnison. Vous me dites une garnison? Une garnison, oui, une garnison de Charançon. En fait, c'est des thermos qui sont remplis de petites bêtes qu'on appelle les charançons en France. Et il faut les emmener en Amérique du Sud pour pouvoir ensuite les envoyer dans le blé, dans l'orge, et pouvoir détruire et que les gens soient ensuite dans la famine. Il faut savoir qu'un charançon, ça peut pondre 200 à 300 œufs à l'heure. Donc, ce qu'elle fait sur le bateau, eh bien, elle noie les charançons, ensuite elle les sèche, elle les remet dans les thermos, et quand elle arrive là-bas, elle les donne et elle dit qu'il y a eu de l'eau de mer, enfin bon voilà. Et donc, c'est sûr que le baron n'est pas très heureux de tout cela, mais ça passe quand même, parce que je pense qu'il est très amoureux de notre Alouette. Et puis ensuite, le temps passe, elle n'en peut plus parce qu'en fait, elle déteste cet homme et elle essaye d'écrire au colonel Ladoux, qui ne répond pas, parce qu'à l'époque, le colonel Ladoux a eu des soucis, on l'a arrêté en pensant qu'il n'était pas tout à fait clair au niveau du bureau d'espionnage. Et à ce moment-là, elle ne peut pas le joindre. Un jour, elle dit carrément au baron qu'elle n'en peut plus. Elle lui dit qui elle est, qu'elle parle allemand. Et ensuite, elle est obligée de se sauver. Elle rentre en France et ensuite continue l'histoire. Voilà. Donc, il faut savoir que Marthe Richard, après la guerre, a raconté l'histoire en allant de ville en ville en France. La princesse Eugénia Chaskowskaïa, 1889-1920. Eugénia est née dans la famille d'un riche marchand. C'est une très très belle musique avec des fleurs, des arbres. Alors, beaucoup ont admiré son héroïsme, d'autres ont eu honte d'elle. Et j'ai eu envie
de vous parler de cette princesse qui passera de la princesse blanche à la princesse rouge. Je choisis de remettre à l'honneur la princesse Eugénia, ayant vécu en un temps si lointain et révolu. La mentalité était différente, mais pas les valeurs fondamentales de patriote et l'instinct de liberté, avec cette sensation que tout est possible si nous le voulons vraiment. Un temps aussi où si peu d'hommes et de femmes avaient le privilège insensé de voler. Des trapanels. Alors qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des avions, vous imaginez des avions de toile, des avions de bois, qui ont à peine, tu pourrais en parler Jacques, qui ont à peine un contour d'éviter. Des trapanels, où vous avez la tête dehors, et je vous parlerai de certaines choses tout à l'heure. Des avions de bois et de toile très hétéroclites. La princesse deviendra une des premières pilotes russes et la première pilote militaire au monde. Pourquoi? On verra tout à l'heure qu'elle va rentrer dans l'armée du tsar et dans la garde du tsar en tant que pilote de reconnaissance. Et comme elle va finir ensuite sa vie, on verra plus tard, après la Révolution, dans la commission extraordinaire, c'est pour ça que je me suis permise de dire que pour moi, c'est une espionne. Parce que quand on vole, et quand on vole, et quand on est pilote de reconnaissance, et qu'on voit les choses en dessous, eh bien, je suis désolée, c'est de la reconnaissance. Et quand ensuite, on est dans la commission extraordinaire, et qu'on doit... Bon, on va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je vous parle aussi d'elle en tant qu'espionne. Alors, la princesse est née dans une famille de marchands. Elle a une éducation extraordinaire, comme vous pouvez avoir en Russie, la musique, la danse, les arts, mais elle est complètement passionnée de voitures, de moteurs. Donc, elle a son permis de conduire extrêmement rapidement. Elle rencontre un prince, et le prince qu'elle rencontre, le prince Tchaïkovskaya, eh bien, l'épouse. Et le prince est aussi un passionné de voitures et il est ingénieur. Donc, notre princesse Eugénia donc va c'est des cousins éloignés du tsar Nicolas II, donc elle va dans les salons et tout, elle est très cultivée. Et puis, les langues un peu mauvaises, on va dire, ah là là, elle trompe son mari. Elle trompe son mari, mais elle trompe son mari avec quoi? Elle ne trompe pas son mari avec des amants, elle trompe son mari avec les moteurs et les voitures, parce qu'elle est tout le temps en train de réparer, d'aider quelqu'un pour réparer. Et puis un jour, elle voit un pilote faire une démonstration d'avion, c'est un peu comme Marthe Richard, et elle décide d'apprendre à piloter. Bon, déjà, ça ne va plus très bien avec le prince, donc ça ne va pas plus durer très très longtemps. Elle va piloter un avion Farman. Ensuite, la princesse s'établit en Allemagne et elle poursuit ses études de pilotage dans un des quartiers de Berlin. C'est là qu'elle rencontre Abramovitch, qui va être... Ah, pardon, c'est la musique qui se met en marche. Alors, il est où? On va donc avant. Voilà, elle va rencontrer Abramovitch. On va revenir en arrière. Et cet homme dirige une société, la société Wright, en Allemagne. Il n'était pas seulement un pilote talentueux, mais aussi un ingénieur comme le prince. Et là, elle a divorcé ou elle est au bord du divorce. Il améliorera les moteurs de la société, ajoutant des avions nouveaux. Après sa formation, elle obtient son diplôme de pilote en Allemagne et deviendra l'une des premières femmes aviatrices russes. La même année que la française Marie Marvin. Il est à noter qu'à ce moment,
elle était déjà divorcée. Ensuite, elle travaillera avec Abramovitch. En fait, elle était aussi amoureuse de lui. Donc, je ne peux pas, on ne sait pas s'il y a eu une romance entre tous les deux. En tout cas, il y avait une amitié amoureuse. Et très rapidement, la princesse, qui, quelque part, travaille aussi avec les avions, intéresse la presse. Donc, un jour, elle dit à un journaliste, pour plaisanter que le fait de l'aviation n'est pas difficile, Eugénia dit en riant, l'essentiel est de surmonter sa peur. Et moi, je vais vous donner la suite. L'essentiel est de surmonter la peur. Elle ne nécessite ni force physique, ni connaissance particulière. C'est seulement dangereux. Et si une personne néglige cette circonstance, alors piloter n'est pas quelque chose de facile. Donc, à partir du moment où vous êtes négligent, eh bien, ça devient difficile. Ça demande beaucoup de rigueur et de maîtrise. Avant le crash de l'appareil, et oui, parce qu'il va y avoir un crash, de l'appareil avec le fameux Abramovitch, la princesse va avoir sa vie qui changera pour toujours. Pourquoi? Abramovitch était un pilote extrêmement connu, extrêmement talentueux. Et en fait, il a demandé à la princesse de l'emmener. Donc, ils sont partis tous les deux. Il lui a laissé piloter l'avion. Et l'avion a été pris dans ce qu'on appellerait, nous, un vortex, c'est-à-dire en aviation, une espèce de vent qui soulève. Et l'avion est tombé. Et à ce moment-là, vous voyez le genre d'avion, hein. À ce moment-là, Abramovitch a été très, très blessé. Elle aussi, mais lui est mort. Et donc, pour elle, c'est la dépression nerveuse. Elle va être aidée par Rasputin, qui va lui donner la drogue et tout. Et ensuite, la guerre, si vous voulez, pas la guerre, mais on a besoin de pilotes de reconnaissance dans l'armée du tsar. Elle fait une première demande, une deuxième demande, une troisième demande. C'est absolument pas accepté. Et grâce comme Rasputin a évidemment des entrées auprès de la famille du tsar Nicolas II, donc il y a, et qu'elle est princesse, une possibilité, et là, à ce moment-là, elle va devenir pilote dans la garde du tsar. Voilà. Ensuite, il se passe pas mal de choses. À mon avis, des choses pas très très claires entre les officiers avec elle, et elle est accusée d'espionnage. Elle est accusée d'espionnage, et surtout, elle est accusée d'espionnage parce qu'elle avait fait ses études de pilote en Allemagne. Donc là, on l'évince, elle est condamnée à mort. Et à ce moment-là, heureusement, le tsar Nicolas II ne la fait pas condamner à mort, mais décide qu'elle sera enfermée dans un monastère. Donc, la princesse est enfermée dans un monastère. Et ensuite, c'est la révolution en Russie. À ce moment-là, le monastère, les prisons sont ouvertes. La princesse sort. Elle en veut quand même au tsar, elle en veut à tout le monde. Elle va être récupérée par la commission extraordinaire qui va en faire une enquêtrice. À ce moment-là, les opérations à caractère d'espionnage sont organisées dès 1918 par le comité extraordinaire pour combattre la contre-révolution, et Eugénia devient alors enquêteur à Kiev. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure,
elle commence à prendre de l'alcool, des drogues, et il faut savoir que le crash d'Abramovich, elle a complètement... bon, elle était un peu repartie en de nouveau en devenant aviatrice de reconnaissance, mais après, elle est même devenue, on va dire, méchante. Donc voilà, c'est pour ça que je l'appelle la princesse rouge. Mais cette femme a une vie assez... et il est important d'en parler parce que c'est une femme aussi extrêmement courageuse. Voilà pour la princesse Eugénia. Je pourrais vous en dire encore beaucoup, je pourrais vous dire énormément de choses, mais il faut avancer sur ce que l'on a décidé de faire. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un bel oiseau. Et d'ailleurs, dans la salle, nous avons Madame Cagini, qui était Mademoiselle Sion, et Mademoiselle Sion, qui est une de mes amies. Eh bien, son grand-père était dans le nord de la France, et à l'époque, c'est lui qui a réuni des pigeons pour en faire les pigeons Sion. Voilà, donc ça c'est dit. Ce bel oiseau, eh ben celui-là, c'est Vaillant. C'est le pigeon du colonel Raynal qui a sauvé avec son pigeon le fort de Vaux. Alors, il s'appelle Gaillard, mais en allant dans le nord de la France et en rencontrant des personnes, effectivement, qui sont les colombophiles, j'ai appris que le pigeon, finalement, c'était une pigeonne, c'était pas un pigeon, c'était une pigeonne, et qu'il avait été décoré à la guerre de 14-18, comme plusieurs pigeons. Il y a 10 pigeons militaires qui ont été décorés, et c'était une pigeonne. Peut-être la controverse subsiste, mais en dehors de quelques avis contraires, je fais personnellement confiance aux spécialistes colombophiles qui ont observé et reconnu que Vaillant était bien une femelle, et qu'en plus, cette pigeonne a vécu 9 ans après avoir été récupérée, blessée, décorée. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors, il y avait, je ne crois pas me tromper, il y a à peu près 600 000, 60 000 pigeons. Il y avait 60 000 pigeons, c'est ça. Je cherche qui ont, pendant la guerre de 14-18, donc qui ont servi de messagers. D'abord, ils servaient de messagers pour les journalistes, qui prenaient des photos, qui envoyaient des messages, et ensuite, ils ont servi, et notamment, il y avait des pigeons, on va en parler avec la personne qui a été fusillée après. Les pigeons pouvaient être en France, et surtout dans le nord de la France, parce qu'en fait, la résistance n'existait pas ailleurs. En 14-18, elle existait surtout dans le nord de la France. Et à ce moment-là, vous aviez même des Anglais, des avions qui arrivaient d'Angleterre et qui faisaient donc lâcher les pigeons en France. Les Français, résistants français, récupéraient les pigeons, annotaient des informations concernant les Allemands qui étaient en train d'envahir le nord de la France. Et ensuite, les pigeons étaient relâchés et le pigeon repartait à son pigeonnier. Il faut savoir, moi je le sais maintenant depuis que j'ai rencontré toutes ces personnes, qu'un pigeon qui naît dans un pigeonnier, vous l'emmenez à 500, 1000 km, il va revenir ensuite, il va revenir pour plusieurs raisons. Il va revenir parce que souvent ils vivent en couple, les pigeons, pour retrouver sa femelle et puis pour retrouver son pigeonnier. Et c'est vraiment des oiseaux absolument extraordinaires avec une boussole dans la tête. Voilà. Ce qui va m'amener à vous parler de Georgina Ossuet-Danel.
Elle a été fusillée pour espionnage par pigeons voyageurs à la citadelle de Tournai, donc dans le nord, le 31 octobre 1917. Je vais vous lire le passage. Madame Monique Edebeau, historienne, m'a entretenue avec émotion du courage de son arrière-grand-tante, Georgina, fusillée à la citadelle de Tournai le 31 octobre 1917 sur dénonciation, pour avoir envoyé et reçu des renseignements avec l'aide de pigeons voyageurs. Espionne pour le compte de la France, Georgina l'était bel et bien dans cette zone occupée très tôt par l'ennemi. Je voulais aussi vous dire que j'ai découvert dans mes recherches, et notamment sur cette Première et Deuxième Guerre mondiale, toutes ces dénonciations, ces calomnies, ces gens, mais c'était, pour moi, ça a été, bon, bien sûr, vous allez me dire, elle est naïve, non, je ne suis pas naïve, mais c'était énorme, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu rencontrer, et puis, ben, ça existe encore, hein, et bien sûr, hein, c'est dans l'être humain, mais c'était incroyable, les voisins, les voisines, la peur pour peut-être avoir quelque chose, et puis finalement, ils se faisaient tuer, ils se faisaient fusiller. Hein. Alors, les résistances, je vais quand même vous parler de cela. Des résistances collectives et individuelles se sont rapidement organisées dans les régions du Nord. L'exfiltration de soldats alliés vers l'Angleterre se pratiquait. Donc, les soldats étaient ramenés en Angleterre et d'autres venaient. Des réseaux de renseignement d'ordre militaire voient le jour. Un bureau a été créé conjointement entre les Anglais, les Français et les Belges. Et parmi les moyens utilisés, on compte le largage de pigeons acheminés par avion le long de la ligne de front, et ce, dès le début du conflit. C'est ainsi qu'en mars 1917, les Britanniques parachutent des pigeons au-dessus de nos mains. Les avions sont largués dans des paniers dans lesquels les habitants trouvent les modes d'emploi. Ils sont invités à noter des informations sur les dépôts de munitions, les installations militaires et sur une feuille de papier, et à glisser le message dans un petit tube accroché à la patte de l'oiseau. Le pigeon espion repart vers le colombier militaire situé à Calais, Dunkerque, 3 petits points, et peut-être d'autres endroits en Angleterre ou en Belgique. Mais un jour, un résistant arrêté parle à un compagnon de cellule en toute confiance. En fait, c'est un mouchard. Georgina est interpellée, ainsi que 2 autres membres du réseau auquel elle appartenait, et elle a été fusillée. Il faut savoir qu'à cette époque, les nazis mettaient des pancartes et disaient que tous les gens qui détenaient des pigeons devaient les tuer ou seraient fusillés s'ils les conservaient. Voilà, donc ça c'est important, je voulais vous en parler parce que ce pigeon voyageur a beaucoup de... On va revenir aux pigeons, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, en France, il y a beaucoup moins de pigeons, ils sont au Mont Valérien, c'est plus sous le régime militaire. Avant, c'était les militaires qui devaient s'occuper donc des pigeons. Ensuite, pour ceux qui détenaient des pigeons, il y avait la police aussi qui intervenait. Et maintenant, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'occupe des pigeons, même s'il y en a encore. Par contre, en Chine et dans d'autres pays, vous avez une demande de pigeons et vous avez... C'est incroyable, on a l'impression que c'est la fin du monde qui arrive, qui entretiennent des pigeons et qui ont de plus en plus des armées de pigeons espions. Voilà. Alors, aussi pour la petite anecdote, pour passer ensuite à la Deuxième Guerre, il faut vous dire qu'il n'y a pas que les pigeons qui aidaient les hommes.
Alors, les éléphants, vous allez me dire des éléphants, mais en France, non, il y avait des éléphants, parce qu'on était aussi au Maroc, on était en Algérie. Vous aviez des dauphins, les lucioles. Les lucioles, c'est des petits verlusans. Eh bien, les petits verlusans, les soldats qui étaient dans les tranchées prenaient des pots de confiture ou des pots à cornichons vides, mettaient plein de lucioles, de petits verluisants, ils fermaient, et ensuite, la nuit, ils pouvaient lire, ils pouvaient voir grâce à ça. Ça, c'est pour amener un petit peu de douceur dans tout ce que par rapport à tout ce que je vous dis, mais ça, c'est tout à fait vérifié. Voilà, donc, héroïne dans un univers d'hommes, aviatrice, résistante, agent de renseignement. Et oui, nous avons Marie Zils, évidemment connue pour tous ceux qui connaissent les aviatrices françaises, Adrienne Bolland et Maryse Bastier. Il faut savoir que ces femmes ne sont pas nées tout à fait au même moment. On va voir à peu près à 3, 7 ans, 10 ans, 15 ans de différence. Pas 15 ans, mais 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et elles se sont retrouvées au début parce qu'elles faisaient des compétitions, parce qu'elles faisaient des rallyes, parce qu'elles faisaient des records d'altitude. Il faut savoir que c'est les premières, hein, ce sont les pionnières. Et quand c'est les premières et les pionnières, ben vous étiez vraiment au début de l'aviation. Alors évidemment, je ne parle pas, il y avait tous les hommes autour qui étaient aviateurs, bien entendu, mais là, on parle dans mes livres des aviatrices espionnes, sinon des aviatures extraordinaires. Première guerre et Deuxième Guerre mondiale, vous en avez énormément, hein, bien sûr. Je ne les oublie pas, ils sont aussi présents, puisque les hommes étaient effectivement très présents. Les femmes toutes seules, elles n'auraient pas pu faire la guerre, hein. Voilà, alors je vais... Donc, Maryse Bastier est née en 1898. Marie Zils, on verra, je crois que c'est de 1903 ou 4, on va voir tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a très peu de différence. Donc, Maryse Bastier, je prends mon petit. Alors, Maryse Bastier. Une tête rieuse, douce, lumineuse, qu'éclairent de grands yeux d'un marron léger, comme s'ils étaient éclaircis par les immenses et purs espaces du ciel, des yeux où se lisent la volonté, le courage, la foi. C'est Roman Tessier qui a écrit ça. Oh là là, il y a très longtemps, c'est un très vieux livre que j'ai retrouvé, mais c'est des livres qui ont 70 ans, hein. Alors, Maryse Bastier, au départ, elle est dans une famille, elle perd son père très tôt. Je crois qu'elle a, enfin, pas je crois, elle a 11 ans, 7 ans, et à ce moment-là, la vie va changer. Sa mère est obligée de faire de la couture, elle est couturière, et elle demande à Maryse très rapidement de pouvoir aussi travailler au niveau de la couture. Donc, Maryse fait un premier mariage raté, elle a un fils, elle perd son fils, et ensuite, je dis, il passe complètement inaperçu même dans l'histoire, et ensuite, elle épouse un Bastier, un pilote qui s'appelle Bastier. Et à ce moment-là, effectivement, elle est séduite par le pilotage et elle va apprendre à piloter. Et elle s'ennuie quand même, hein. Comme je vous dis, elle fait de la couture, elle est avec son mari et tout. Elle s'ennuie un peu sur le terrain d'aviation, donc elle décide
de faire un exploit. Donc, elle dit à l'instructeur, moi, je vais passer sous le pont à Bordeaux, le pont des transporteurs. Donc, elle passe sous le pont et on appelle la presse pour que… Voilà. Sauf que Maryse réussit son exploit de passer sous le pont, mais après, il commence un petit peu à y avoir de la brume et tout. Elle ne connaît plus son chemin pour rentrer. Mais comme elle a l'habitude de le faire régulièrement, elle se met très très bas au-dessus des maisons et elle suit en fait les rues comme elle ferait en voiture ou en vélo pour pouvoir retrouver sa maison. Voilà, donc ça c'est une petite anecdote. Et elle va faire énormément de meetings et elle va aussi traverser comme Mermoz. Mermoz va connaître Mermoz. Mermoz va la conseiller et elle va traverser pour aller à Dakar, de Saint-Louis à Dakar en avion. Et puis après, la guerre arrive. Donc, Maryse Bastié, pareil, hein, on ne peut pas rentrer dans l'armée parce que là, on est en 39-45, sauf que là encore, les femmes ne peuvent pas combattre dans l'armée. Pareil, elle veut servir son pays. Et donc là, je les appelle un peu plus, je n'appelle pas espionnes, je les appelle agents d'enseignement. Maryse Bastié est enrôlée dans la résistance. Elle est membre d'un réseau de renseignement militaire Darius, il s'appelle, dès mai 1940. Elle exerce son action clandestine sous sa couverture d'infirmière au service de la Croix-Rouge. Alors, il faut savoir qu'en général, dans la résistance, elles étaient, et dans le renseignement, toujours avec un costume d'infirmière ou pour pouvoir passer plus facilement. Ce qui lui permet d'aller partout en zone interdite pour glaner des informations précieuses, aussitôt communiquées aux services alliés. La Gestapo finit par la capturer, l'emprisonne à Fresnes et l'interroge sans ménagement début 1944. Bastié garde le silence, aucune preuve n'est retenue contre elle, mais une grosse suspicion perdure à son propos. Le bureau décide de la relâcher, mais ceci pour mieux la surveiller. En fait, la Gestapo, elle ne veut pas arrêter qu'un résistant ou qu'un agent d'enseignement. Ce qu'elle veut, c'est arrêter tout le groupe. C'est le groupe entier que les nazis veulent capturer. Heureusement, l'aviatrice espionne arrive à leur fausser compagnie et rejoint le réseau Darius. Il faut savoir ensuite que la guerre se termine. Là, à ce moment-là, nous avons un député, sénateur, excusez-moi, en France, qui a été qui a trouvé ça tellement extraordinaire qu'il y ait des pilotes russes, les premières pilotes russes, qui décident de faire entrer dans l'armée des femmes, et donc bien sûr nos 3 aviatrices, pas 3, il y aura Hills et Bastié qui vont entrer. Et à ce moment-là, donc je vais vous lire ce qui se passe. C'est assez triste, mais je vais vous le lire. Alors, et oui, en voulant parler sans regarder ses papiers, eh ben, on perd un petit peu le fil. Donc, elle est au centre d'essais en vol, donc Maryse Bastié. À ce moment-là, hop, le capitaine Bastié, elle est officier de l'armée de l'air, elle est affectée au centre d'essais en vol de Brétigny, en région parisienne. Le 6 juillet 1952 est un beau jour d'été, mais pour Maryse et l'équipage de l'appareil, ce sera le dernier. Le capitaine Bastié est passagère du Nord Atlas qui va s'écraser lors du meeting de Lyon-Bron. Donc, elle termine effectivement sa vie en 1952 dans ce crash d'avion. Donc, elle est décorée. Voilà. Bon, sachez, donc aviatrice, pionnière, rallye, traversée,
ensuite résistante, et puis ensuite, elle arrive à rentrer dans l'armée, très peu de temps, et voilà. Alors, Maryse Hills, Marysis, une autre Maryse, des femmes assez extraordinaires. Piloter même une brouette. Alors, piloter même une brouette, elle disait ça quand elle était dans la résistance. Mais je vous l'ai mis tout de suite. Pourquoi? Parce que pas piloter, pour elle, c'était pas possible, quoi. Puis je vais vous raconter quand même son histoire. Elle est née à Levallois. Mais en fait, elle est née à Levallois, mais parce que sa famille a décidé d'aller habiter là-bas, alors qu'elle est d'ascendance alsacienne, et il n'était pas question pour elle de devenir allemande. La famille ne voulait pas devenir allemande, donc ils sont partis en Alsace. Son père travaille comme tonnelier. Elle perd son père, donc c'est une famille assez unie, elle perd son père à l'âge de 7 ans, donc Maryse Bastier, c'était à l'âge de 11 ans, donc elles ont perdu toutes les deux leur père, dans un accident de travail. Elle est apprentie modiste. Donc, elle fait des chapeaux chez Madame Antoinette, dès l'âge de 13 ans. Donc, effectivement, il faut qu'elle aide sa mère, donc elle est employée à ce moment-là. Mais son caractère est très vif. C'est une gamine qui glisse sur les rampes d'escalier, qui court, qui fait des courses effrénées. Elle ne peut pas tenir en place, même si son travail est correctement fait chez Madame Antoinette. Alors, un jour, elle voit au terrain d'aviation, elle va, parce qu'elle se promenait, un concours de parachutisme. Et elle rencontre la personne qui s'en occupe, le chef pilote, Monsieur Finat. Elle lui dit, moi, je voudrais faire du parachutiste. Et à ce moment-là, il lui dit, écoutez, d'accord, je vais vous aider à condition que vous fassiez du parachutisme d'exhibition. Parce qu'il s'est dit, une femme, ce sera la première, je vais gagner beaucoup d'argent, parce que bon, c'était payé au niveau du... Et Maryse Hills s'est fait une cagnotte, a gagné de l'argent en sautant en parachute, parce que son rêve, en fait, c'était de voler. Mais elle n'avait pas l'argent pour pouvoir passer son brevet de pilote. Donc, à ce moment-là, elle a mis de l'argent de côté. Un jour, elle a appris à piloter. Et le baptême de l'air à l'âge de 23 ans. Ensuite, son brevet de pilote, elle obtient son brevet en 1930. Donc, vous voyez, en 1930, elle a 29 ans. C'est une pionnière, encore une fois. Et donc, elle va faire des grands raids. Elle va faire des records d'altitude. Elle va monter à des altitudes extraordinaires sans oxygène. C'est les premières, c'est le début. Elle va faire des raids, c'est-à-dire, elle va partir de France pour aller à Saïgon. Elle va partir de France pour aller à Madagascar. Elle va partir de France pour aller en Inde, pour aller en Indonésie. Elle va faire des raids vers l'Est, énormément de raids et de concours. Et puis, la guerre est déclarée. Et à ce moment-là, Maryse a la chance, en 1940, de pouvoir travailler dans des usines qui s'appellent Amio, comme pilote d'acheminement. Mais là, on lui dit que ça ne peut pas durer parce que les femmes ne peuvent pas rester pendant la guerre dans l'aviation. Donc, elle ne peut pas combattre. Donc, elle s'engage. Elle s'engage dans un réseau qui s'appelle le réseau Buckmaster. En 1941, Maryse s'installe à Aix-en-Provence avec sa sœur Reine. Elles ouvrent un magasin de mode qui va être une couverture pour Maryse. Et Maryse croise le chemin d'un résistant opérationnel engagé qu'elle connaissait déjà et qui va lui proposer de la recruter dans le SOE. Je vais vous parler tout à l'heure du BCRA et du SOE, mais tout de suite, je vous dis que le SOE, c'est des services d'agents
secret du colonel Buck, qui était à ce moment-là en Angleterre, et lui-même appartenant au secret intelligence service anglais. Notre aviatrice devient espionne à ce moment-là, parce que faisant partie de SOE, elle devient espionne au sein du réseau. L'officine de sa sœur lui permet de lui donner une couverture, et elle fait beaucoup d'actions, elle organise beaucoup d'actions qui se multiplient en Provence, et énormément de sabotages ont lieu. Et en 1944, elle échappe de justesse aux arrestations de la Gestapo. Et la plupart de ses collègues meurent à ce moment-là, sont arrêtés, et c'est des moments effroyables de tristesse pour Maryse. Ensuite, le Charles Tillon, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit à ce moment-là, ministre de l'air, à cette époque, impressionné par les 3 régiments d'aviatrices en URSS, décide d'ouvrir une école de militaires pour les femmes, une école militaire. Donc, une va partir au centre d'essai en vol et l'autre va partir au GLAM. Le GLAM, c'est, je pense qu'on a c'est le groupe de liaison aérienne ministérielle. Ça ne va pas durer très très longtemps, c'est-à-dire qu'elle transporte les personnalités. Ça ne va pas durer très très longtemps parce qu'elle aussi, malheureusement, va se cracher. C'est-à-dire qu'elle arrive l'âge de la retraite. C'est son dernier vol. Et là, je vais vous raconter l'histoire. Lieutenant Maryse Hills, décollage à bord d'un avion Ciebel. Le Ciebel. Maryse Hills décolle à l'aube à bord du Ciebel 204. Sont présents à son bord le radio, le mécanicien, un passager et le sous-lieutenant Paul Rosset qui doit convoyer l'avion en retour. La météo est de plus en plus mauvaise, surtout après le passage de la Loire. Pluie, vent et gros risques de givrage. Maryse dit, un peu irritée au chef de piste qui lui donnait des conseils de prudence, elle lui dit « sommes dans le train-train de janvier ». C'est-à-dire qu'en janvier, ben voilà, il y a des temps comme ça et on fait avec. À la hauteur de Lyon, le vent a redoublé de fureur et les cunards, c'est des gros nuages, sont tout près, essayant de saisir l'avion dans leur mâchoire. Vous n'avez pas intérêt à rentrer dans un cunard parce que à ce moment-là, vous êtes complètement déchiqueté. Hein. Maryse le sait, elle tient fermement ses commandes, elle est concentrée à l'extrême et trouve les forces au plus profond d'elle-même pour lutter au nom de la vie de ses équipiers et de la sienne. Mais un peu après l'heure de midi, au cadran de l'église, un vombrissement spécial dans un ciel d'orage, des bruits de raté d'un avion, un sifflement de quelques secondes, et puis c'est le grand fracas, l'explosion. Tout cela s'est déroulé près du le village de Bény, B-E-N-Y, non loin de Bourg-en-Bresse. Les habitants se précipitent dehors, les enfants des écoles sont renvoyés chez eux. Sur place, les villageois vont découvrir l'identité des malheureux et dans la poche de leurs vêtements. Et à ce moment-là, c'est la mort d'une très grande aviatrice. Et c'est aussi, comment dire, des réflexions, parce qu'il se passait quand même des choses assez bizarres. Alors, attention, je ne me prononce pas du tout, mais quand même, je vois dans les livres que est-ce qu'il y avait un problème au niveau de l'avion? Est-ce qu'il y avait des avions quelquefois qui étaient sabotés? Ce n'est pas le cas, vous avez là le... Mais bon. Au milieu des débris de l'appareil, le 30 janvier 1946, on retrouve le livre de bord de l'aviatrice sur lequel elle avait inscrit « Inch'Allah, à la grâce de Dieu ». Voilà pour notre aviatrice
Maryse Hilsz. Ah, je vais vous lire ce texte. On va revenir encore à Maryse Hilsz. C'est elle qui l'a, enfin, ça a été repris par un écrivain. Maryse Hilsz a toujours cru que le ciel dominait les querelles mesquines et les affrontements sauvages des hommes. Pour elle, l'air restait le dernier précaré de la chevalerie. Jamais la petite fille de Levallois n'a oublié l'hommage rendu 20 ans auparavant, en 1915, à ce moment-là, elle avait 14 ans, à son concitoyen Adolphe Pégoud, surnommé le roi de l'air. C'est lui qui avait découvert les tonneaux, la voltige. Les obsèques avaient été célébrées à Belfort, près de la ligne de front, où l'aviateur venait d'être abattu d'une balle dans la tête en vol, alors qu'il était en mission de reconnaissance. Ses camarades d'escadrille pleuraient. Les troupes prendraient les honneurs dans un recueillement total. Et voici, tout à coup, rompant le silence, que crépite un bruit de moteur. C'est un appareil allemand, avec à son bord le caporal Otto Kandulski et le lieutenant von Bilitz, qui passent en rase-motte sans que personne ne songe à l'attaquer. Du ciel, il largue une couronne de laurier entourée d'un ruban tricolore, avec ce message inscrit à l'aviateur Pégoud, tombé en combattant pour sa patrie. Extrait de l'ouvrage de Olivier de Chazot, qui a écrit un très beau livre sur l'aviatrice Maryse Hilsz. Je rajoute, les particules de lumière qui s'en échappent, pour moi, qui s'échappent de ce qui vient de se passer, permettent de croire en l'humanité. Voilà ce que je voulais vous lire concernant la chevalerie du ciel. Adrienne Bolland. Ah, Adrienne Bolland, tout le monde connaît Adrienne Bolland, je pense même partout. Adrienne Bolland, 1895. Vous voyez, c'est assez proche au niveau des âges, ce que je disais tout à l'heure. 1975. Féminine. Alors, c'est drôle. Moi, je dis qu'elle est féminine, qu'elle est élégante, cette mademoiselle Adrienne Bolland, avec son linge, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, alors qu'en fait, tout le monde dit que c'est un garçon manqué. Eh ben, moi, je ne trouve pas. Je trouve que cette photo est très, très élégante d'Adrienne. Alors, je vais rechercher. Voilà. C'est une incroyable personne, cette Adrienne Bolland. Elle est née, elle est la petite dernière d'une famille de 7 enfants, petite bourgeoisie, plutôt bourgeoise. Des parents qui ont vécu à l'étranger, des artistes, des voyageurs. Adrienne est sportive, comme son père, adolescence, rebelle et très indépendante. Et puis, Adrienne perd son père bien-aimé. Vous avez remarqué, toutes les trois, elles ont perdu leur père à un âge de 14 ans. 7 ans, 11 ans, 14 ans. Un jour, elle va sur un terrain d'aviation et elle rencontre un instructeur et elle lui dit « Je voudrais apprendre à piloter, monsieur. Profitez-en, mademoiselle. Une prime est accordée aux 10 premières personnes qui passeront leur brevet. Vous ne paierez que 2000 francs. » Entendu. Et elle est brevetée en 1920 chez Caudron au Crotoy. Elle est engagée chez René Caudron comme convoyeuse d'avion. Et puis, elle traverse, elle réédite l'exploit de Berrieul en traversant la Manche le 25 avril 1920. Et son grand exploit, c'est les Andes. Cette petite femme, toute fluette, de 40 kilos,
avec un avion sans rien, hein. Elle a une trapanelle, comme je disais tout à l'heure, est partie en Amérique du Sud. Personne ne la croyait. Personne. Il n'y avait personne au départ de son exploit. Ils se sont dit, elle a perdu la tête, cette jeune femme. Et en fait, elle est arrivée à passer au-dessus des Andes, et c'est la première. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Avant qu'elle parte pour son vol, il y a une voyante qui a tapé à sa porte. Elle ne croyait pas du tout aux voyantes, hein. Elle croyait plutôt à son courage, à sa science, à sa ténacité, à sa passion. Et la voyante lui dit, surtout quand vous allez franchir la cordillère des Andes, vous allez arriver à un moment, vous allez avoir d'un côté, vous allez voir le soleil, ce sera comme une plaine, vous savez, entre les montagnes, et là, à un autre côté, vous allez voir, vous n'allez pas vous inspirer, il va y avoir des sommets et tout ça. Eh bien, vous allez tenter forcément de partir vers ce qui est le plus clair. Eh bien non, surtout n'y allez pas. Écoutez-moi, allez de l'autre côté. Et Adrienne, quand elle est arrivée à cet endroit-là, intuitivement, elle est allée de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc on dit qu'une voyante a aidé Adrienne Bolland à franchir la cordillère des Andes. Voilà. Et ça, elle a été, et donc à l'arrivée, là, il y avait tout le monde, la presse, les ambassadeurs et tout le monde, alors qu'au départ, il n'y avait personne. Adrienne Bolland a rencontré un homme qui était divorcé pour elle, je pense, et c'est Vinchon. Vinchon, donc, je dois avoir mis... Et Adrienne et son mari, donc ils sont mariés, Adrienne et son mari rejoignent la résistance en 1940 dans le réseau Castille du Loiret. Et là, je vous ai présenté leurs cartes de résistants, mais agents de renseignement. En fait, leur rôle, c'était de pouvoir trouver des terrains que les avions qui arrivaient d'Angleterre ou de France puissent atterrir. Donc, elle défrichait. Et un jour, elle voulait absolument, avec son mari, partir en Angleterre. Il y avait des avions. Ils ont failli partir le réseau avec les avions, mais comme les Allemands étaient tout près, c'était trop dangereux, donc ils ne l'ont pas fait. Donc, Adrienne Vinchon et son mari rejoignent la résistance en 1940 au réseau Castille du Loiret. Ils doivent trouver des terrains pour l'aviation des forces françaises libres. Un soir, je vais quand même le raconter, un soir, une fête bat son plein dans une villa, en pleine campagne, tandis que les avions sont groupés à quelques mètres de là, dans la prairie. Adrienne observe les mouvements, elle est prête à dérober un appareil pour rejoindre l'Angleterre en accord avec d'autres agents. C'était une téméraire. L'intention ne sera pas concrétisée. Projet trop risqué au niveau du réseau, surtout en présence toute proche de nombreux gardes allemands en surveillance attentive. Donc voilà, donc elle continue cette résistance. Son mari, on va finir quand même avec Adrienne. Donc Adrienne est morte en 1975. Donc la compagnie Air France, pour un anniversaire, l'a emmenée de nouveau en Amérique du Sud. Et elle avait déjà un certain âge, hein. Donc elle a dit, c'était pour le 50e anniversaire de la traversée des Andes. Et elle a dit, vraiment, les pilotes de maintenant, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous avez comme examen à passer? Qu'est-ce que vous devez avoir comme permis et tout? Moi, à mon époque, on prenait un avion, on faisait quelques heures. Elle est partie avec 40 heures de vol, hein, quand même, pour traverser, peut-être un tout petit peu plus. Mais quand je dis 40, on va dire 40, 60. Mais c'est hallucinant. Voilà. Mais c'est une autre époque, c'est une autre mentalité, et c'est autre chose, quoi.
Donc après, elle continuera à faire pas mal de choses et elle terminera sa vie à un âge avancé. Donc en 75, elle aura 80 ans. Voilà. Donc, alors maintenant, on va passer. Alors, je regarde déjà l'heure parce que j'étais pas dépassée. C'est bon? Combien me reste-t-il de temps? Oh là là, encore un petit peu. Encore un petit peu, c'est bon. Les agents spéciaux. Ah, alors, ils ne sont pas tous pilotes. Elles ne sont pas toutes pilotes, mais elles sont parachutistes. C'est des femmes absolument extraordinaires. Bien sûr, les hommes aussi, mais là, je parle des femmes. Entraînées en Angleterre au sein du BCRA, Bureau central des renseignements et actions du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle était en Angleterre, le général de Gaulle transmettait des messages, et à ce moment-là, on va parler d'ailleurs de certaines personnes tout à l'heure, transmettait des messages, et vous aviez des jeunes femmes qui voulaient rejoindre le général de Gaulle en Angleterre pour s'engager au sein du BCRA. Et en parallèle, mais pour le même but, hein, c'était quand même sauver les pays, le SOE, Special Opération Exécutive de Churchill. Donc, c'était le bureau des renseignements anglais secrets, services secrets, et vous aviez les services secrets du général de Gaulle. Les agents étaient parachutés en France la nuit, de préférence. Et la lune était très importante. Donc, il fallait que la lune éclaire. Donc, il y avait la lune, c'était calculé avec la lune. Alors, Albanais et Vénitiens. Mais peut-être qu'on va tout de suite aller... Voilà. Joséphine Baker. Et nous avons d'ailleurs dans l'assistance le petit-fils le petit-fils, voilà, c'est vous, le petit-fils de Jacques Abtey, qui était l'agent de renseignement du 2e bureau des services de renseignement des forces françaises libres, et qu'elle rejoignit d'ailleurs, que Joséphine Baker rejoint à la Résistance. Et avant d'écouter la musique, voilà ce que Joséphine Baker a dit à Jacques Abtey. Elle lui a dit « C'est la France qui m'a fait ce que je suis, je lui garderai une reconnaissance éternelle. La France est douce, il fait bon y vivre, pour nous autres gens de couleur, parce qu'il n'existe pas de préjugés racistes. » C'était en 1900, c'était il y a longtemps. Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné le mien. Je suis prête, capitaine. C'est un capitaine. Capitaine, à lui donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. Et c'est ainsi qu'elle fut recrutée en 1939 comme agent de renseignement par le 2e bureau des services de renseignement des forces françaises libres et qu'elle rejoint la Résistance. Le capitaine Jacques Abtey, chef du contre-espionnage militaire, trouve en Joséphine, donc c'est votre grand-père, trouve en Joséphine des qualités d'agent et elle possède une renommée internationale lui permettant de circuler librement. Il faut savoir qu'elle est, vous savez, maintenant, elle est au Panthéon, tout le monde connaît son histoire, on ne va pas parler d'elle, mais je vais dire quand même qu'elle était danseuse, qu'elle est née en Amérique, qu'ensuite elle est dans le Missouri, qu'ensuite elle est venue en France et qu'elle a été danseuse dans les revues, elle a monté des revues. Ensuite, à la fin de sa vie, cette femme enfin pas la fin de sa vie, à un moment donné, a adopté des enfants, elle a adopté 12 enfants. Enfin, vraiment, c'est un personnage très important et qui a fait beaucoup de choses dans la Résistance. Et elle était pilote. Voilà. Elle a piloté, Joséphine Baker a piloté. Donc, on va peut-être mettre la musique, s'il vous plaît.
Ah ben, je l'ai peut-être, la musique, elle est nulle. Au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, par eux toujours, mon cœur à vie. Mais ça va n'est belle, mais encore le mieux, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Marguerite Petitjean, alias Binette, agent du service action du BCRA, du général de Gaulle. Elle est en Angleterre, elle est entraînée, c'est des services secrets, c'est des entraînements extrêmement pointus, hein, c'est pour devenir espion, agent de renseignement. Et pourquoi je vous parle d'elle? Je pourrais en parler des heures, mais on va en parler que quelques minutes. C'est la première parachutiste qui a été envoyée en France par le général de Gaulle. Donc, c'est la première. Voilà, donc c'est important de pouvoir la situer. Alors, je vais vous parler un peu plus longuement de Yvonne de Vibray-Basden, alias Odette. Pourquoi? Eh bien, je la trouve, bon, je les trouve toutes, hein, mais particulièrement intéressante. Elle est née, je vais retrouver mon papier, mais je continue à vous parler quand même. Ah là là. Elle est née d'un coup de foudre. Et oui, il y a un officier, un pilote officier anglais qui s'est crashé avec son avion en France. Et à ce moment-là, la jeune femme qui s'est occupée de lui, qui l'a soigné, c'était la fille d'un général français. Ils sont tombés amoureux, après, voilà. Et donc, elle est née de ce coup de foudre. Et donc, la famille, ensuite, est allée s'installer en Angleterre. Et au moment de la guerre, Yvonne va entendre l'appel du général de Gaulle et à ce moment-là, va se présenter pour rentrer dans... D'abord, elle va demander à chercher, elle veut rentrer au SOE et on la refuse parce que elle est franco-anglaise. Donc, c'est par la suite qu'elle va pouvoir être en même temps au SOE et au BRAC. Pourquoi je ne veux pas la retrouver? Pourtant, j'avais préparé. Voilà, il y a des trucs bizarres des fois. Attendez, je vais regarder la suite. Donc, je vous ai donné la bonne... Voilà, on va la retrouver. Voilà, ça y est. Donc, elle devient agent spécial du SOE, des services secrets britanniques, mais avant, elle était avec le général de Gaulle.
Donc, en juin 1940, Yvonne capte l'appel du général de Gaulle à la BBC. Dans ses veines coule un héritage de guerrière dont elle se porte volontaire, puisque son père était général. Elle se porte volontaire pour pouvoir rentrer dans la résistance et elle fait son entraînement avec le SOE. Je vais vous parler de sa mission. Odette, c'est son nom de code qui lui est attribué. La jeune femme suit une formation et elle fera équipe avec Gonzague de Saint-Génier, alias Lucien, un homme de grand courage et de talent. Il lui est proposé la mission Scolar. Il faut fédérer des groupements de résistants dans le Jura, les préparer à des opérations de réception, de parachutage d'armes et de munitions qui sont importants pour la résistance. Dans la nuit du 17 au 18 mars, près de Mont-de-Marsan, les 2 agents spéciaux sont parachutés et sont accueillis par le chef de réseau. Ils vont ensuite rapidement rejoindre Dole. Les parachutistes s'organisent donc pour armer les groupes locaux de résistance. Mais tout va basculer le 26 juin 1944 pour fêter le succès de l'opération Zebra, c'est-à-dire le parachutage de 43 conteneurs d'armes et d'équipements. Belle opération. Le réseau décide de faire une fête dans la maison des orphelins, qui est une ferme un peu plus loin. Les soldats allemands décident de se rendre à la fromagerie. En plus, c'est une fromagerie, après avoir croisé un maquisard qui portait une radio. Et en fait, Yvonne, son rôle, c'était radio. Envoyer les renseignements par la radio. Donc, c'était la radio d'Yvonne qu'il portait. Le temps de se cacher, mais c'est trop tard. Dans la maison, une table de 8 couverts est dressée. Un bruit venant du grenier. Les Allemands immédiatement ont compris. Tout dégénère très vite. Un soldat tire en l'air et Lucien, l'autre résistant espion, est tué sur le coup. Sa coéquipière est blessée. Les balles traversent le parquet. Et à ce moment-là, il tue tout le monde. Yvonne est arrêtée par les Allemands. Elle est transférée à Dijon avec ses camarades. Yvonne est torturée, soumise à des simulacres d'exécution, mais elle ne craque pas. Elle part dans un camp. Je me suis aussi rendu compte, et ça je voulais vous le livrer, que finalement, il y avait tous ces agents spéciaux, tous ces résistants, mais ils partaient dans les camps de la mort. Et ça, c'est important de le souligner, parce qu'on oublie où ils s'en sortaient, où ils ne s'en sortaient pas, mais ils étaient tous envoyés là-bas. Elle avait été raflée par les Allemands, elle est allée en Allemagne, elle a été relâchée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien trouvé. Mais elle a énormément souffert d'interrogatoires et elle a été souvent blessée. Yvonne a connu l'enfer. Elle retrouve la vie. Donc, après, c'est le sanatorium, c'est un mariage, un fils, des veuvages, et elle s'installe à nouveau à Londres. Et je vais juste vous livrer, avant de terminer, quelque chose. On n'a pas le nom de la personne, parce que c'est un agent secret, donc forcément, c'est un autre nom qui est marqué. Et il dit, en 2018, vous voyez, donc c'est un homme qui est probablement peut-être encore vivant, en parlant d'Yvonne, je l'ai croisé une fois par hasard, après la guerre, sur le petit calepin rouge que j'avais à Londres en 1944, je lis encore « Soirée avec Yvonne, dîner magnifique chez Prunier, clair de lune extraordinaire. » Mais vous ne vous trompez pas, vous allez voir la suite. Nous savions, elle comme moi, que le départ était proche, le départ pour leur mission. Ils avaient été entraînés, très fortement entraînés, pour pouvoir partir en mission. Nous avions quelques semaines plus tôt terminé, elle comme moi, la formation radio.
c'est le calme des fêtes. Ils se retrouvent donc pour ce dîner. Ça nous avait rapprochés. Elle avait accepté mon invitation. Bien sûr, nous n'avons pas parlé boutique. Boutique, c'est donc l'agent secret. Mais je voulais m'assurer quand même qu'elle se sentait prête et qu'elle était satisfaite de l'équipe dans laquelle elle allait opérer. Elle était en pleine forme et confortée par la manifeste certitude que son chef de réseau était quelqu'un de qualité. Pas de nom, pas de mots non plus sur ce que nous allions faire entre-temps. Sans doute était-elle passée par l'école de sécurité. Et le lendemain de ce dîner, je suis partie et j'ai revu Yvonne que bien des années après. Avant de terminer, je voulais vous lire ce petit texte que j'ai écrit et une musique va l'accompagner. C'est une musique, on parle d'étoiles, on parle de secrets. C'est une musique moderne, mais c'est une musique très ancienne en Russie. L'ombre, à un moment donné, s'évanouit pour faire place à la lumière, qui est toujours beaucoup plus forte, plus puissante. Si cela est vraiment nécessaire de découvrir le secret. Sinon, le secret restera lié à un engagement moral, physique et une nécessité pour la sécurité nationale et internationale. Merci à tous ceux qui nous aident à rester libres. La musique. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Одна заветная, другое не будет никогда. Bon, je me suis rappelé d'une phrase. Donc, le visage de la guerre, c'est pas celui d'une femme. Aujourd'hui, on a vu vraiment le visage féminin de la guerre. Donc, je vous présente Alexandre Orlov, donc l'ancien ambassadeur de Russie en France. Merci beaucoup d'être venu et d'être avec nous. Même à la fin, c'était vraiment passionnant. Moi, d'après une réaction d'une des spectatrices qui a commenté lors de votre intervention, donc ce qui a attendu, je vais juste reprendre que Martine, merci, c'était vraiment passionnant. Pas seulement passionnant, mais à mes yeux très instructif et très émouvant. On a vu que même pendant les épisodes, les périodes très difficiles, pas aujourd'hui, aujourd'hui c'est aussi pas facile, mais c'était aussi deux guerres avec toutes les difficultés et tous les drames qui ont existé. Les femmes ont pu surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés. Et après vous et après vos héroïnes de vos récits, je voudrais reprendre l'idée que certainement on a le droit d'avoir espoir à l'humanité et donc à la paix et la prospérité pour nous tous.
Je dois vous dire qu'ici, on nous voit la Maison russe des sciences de la culture, une sorte de club des amis. Et nous essayons toujours de trouver donc, le tissu des matières qui peuvent nous réunir, les Russes et les Français. Tout ce qui est, on parle beaucoup de la musique, du patrimoine musical, par exemple, français en Russie et vice-versa. Nous avons eu, donc, depuis 2 années, une série de conférences et moi, j'aimerais saluer ici, présent dans la salle, Maestro André Shevchuk, qui était à l'origine de ce cycle. On parle beaucoup de la peinture, de l'histoire, de cinéma, de théâtre, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est important, pertinent entre la Russie et la France. Maintenant, aujourd'hui, Martine a réussi d'ouvrir une autre page de cette coopération russo-française, d'histoire commune de la Russie et de la France, celle de l'aviation. Et c'est pas pour l'année de 80e anniversaire de la création de Normandie Nommée pour nous d'abandonner ces sujets. Et donc, je bénéficie, je sollicite de cette soirée-là pour vous annoncer qu'aux alentours de 25 novembre, nous envisageons de faire une nouvelle conférence sur l'histoire de Normandie Nommée. Et nous serons très heureux si vous êtes avec nous, si vous continuez à donc visiter notre centre, notre maison et donc participer à nos événements. Je voudrais de votre part et de ma part personnelle remercier encore une fois Martine donc, pour cette exposition, pour cette tour historique vraiment très important et très riche de l'information avec la musique, avec les photos d'archives. Si vous avez remarqué, il y avait dans les sous-titres les mentions de Rosotrudnichtvo. Rosotrudnichtvo, c'est l'agence que nous avons l'honneur de représenter ici en France. Et c'est parce que Rosotrudnichtvo a voulu participer à ces recherches, a beaucoup évolué ce qui a été fait, et en quelque sorte a essayé d'être utile à Martine. Donc, et cela me permet de dire que Rosotrudnichtvo ne va pas laisser donc, le sort de ce livre et donc va faire son mieux pour donc, appuyer le livre, sa parution en russe et en Russie. De toute façon, moi personnellement, je vais aussi de faire mon mieux pour cela. Maintenant, je crois que dans quelques minutes, nous tous, nous pourrons passer dans la salle à côté pour la séance de dédicace. Et avant de le faire, je voudrais comme d'habitude remercier mon équipe, notre équipe qui a été à l'origine de cet événement, donc les techniciens, l'équipe de nos interprètes simultanés, donc, et peut-être, donc, je sais qu'il y a un petit moment, oui, avant de partir, je dois passer la parole à mon associé Chinnikova pour un petit surprise, oui.